Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur l'enseignement scientifique, sur le chapitre de la Terre, un astre singulier, et plus particulièrement sur une activité sur la méthode de triangulation de Delambre et Mequin. Alors, c'est normalement une activité qui fait suite à l'activité sur Ératosthène, puisqu'en fait, elle avait introduite la précédente, la trigonométrie, enfin, ou réintroduite plutôt, et ici on s'en sert de nouveau énormément. Pour ça, je vous propose de travailler sur l'activité que j'ai pu donner à mes élèves. Elle vaut ce qu'elle vaut, et l'idée en fait c'est de retravailler, de redémontrer la formule des sinus et de travailler avec dans un petit exercice que je vais vous présenter juste après. Alors, quel est du coup, petit rappel, pour commencer, je vais prendre un triangle quelconque ici, et pour le moment en fait a priori je ne peux rien dire en tout cas sur les valeurs des angles. Pour ça du coup on va prendre par exemple un angle A qui mesure 80 degrés. On va prendre un angle B qui mesure 60 degrés, et évidemment, première question qu'on se pose, c'est quelle est la valeur du troisième angle qui est ici? Alors, soit vous avez les connaissances de base là-dessus, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, soit vous ne les avez pas forcément et vous ne les comprenez pas trop, et dans ce cas-là, revoyons ça maintenant un petit peu. Alors, un triangle, qu'est-ce que c'est finalement? Un triangle, c'est un segment, puis un autre segment, et enfin un troisième segment qui referme les deux autres. Finalement, on se rend compte que ce triangle-là, imaginez que je le développe un petit peu comme ça, vous voyez, que je fasse ça comme ça, et finalement, un triangle, c'est rien de plus qu'une ligne droite, qui serait recourbée 3 fois sur elle-même. Donc, mais une ligne droite, qu'est-ce que c'est? Une ligne droite, si je regarde l'angle entre ces deux points, c'est un angle qui est un angle plat, et les angles plats sont finalement des demi-cercles, comme on peut le modéliser ici. Et un demi-cercle, c'est quoi? C'est la moitié d'un cercle, et un cercle, c'est 360 degrés, donc ici, j'ai un angle de 180 degrés. Finalement, ma ligne fait donc un angle de 180 degrés au total. Si ma ligne, maintenant, je la coupe en 3, alors du coup, mon angle de 180 degrés est réparti sur, du coup, maintenant, 3 nouveaux angles. Donc là, je dois avoir dans un triangle, l'angle total qui fait 180 degrés, qui est égal du coup aux 3 angles A, B et C, c'est-à-dire ici 60 plus 80 plus le dernier qu'on va appeler X, que j'aurais pu appeler grand C. 80 et 60, ça fait 140, il manque du coup 40 degrés, donc en fait j'ai 140 plus X, donc X égale 180 moins 40, c'est-à-dire 40 degrés. Voilà pour ce premier rappel, si ce n'était pas clair encore pour vous. Donc, une fois que j'ai 2 angles, finalement, je peux trouver le troisième très facilement. Première chose là-dessus. Ensuite, deuxième rappel, maintenant, on va s'intéresser aux hauteurs de ce triangle quelconque. Vous allez voir pourquoi les hauteurs sont intéressantes, puisque finalement, normalement, quand vous pensez à angle, et que vous regardez ici les valeurs des longueurs du triangle, on le sait maintenant, d'après la vidéo que j'avais faite déjà précédemment, que finalement, quand j'ai un angle et 2 longueurs, je peux déterminer... quand j'ai un angle et une longueur, je peux déterminer une autre longueur. Ou quand j'ai 2 longueurs, je peux déterminer un angle. Tout ça grâce à la trigonométrie. Sauf que la trigonométrie, donc cosinus sinus tangente sont des fonctions qui ne sont utilisables ici que dans des... Enfin, ce ne sont pas des fonctions qu'on peut utiliser que dans un triangle rectangle, mais ce sont des opérations qu'on va pouvoir faire que dans des triangles rectangles. Or, pour l'instant, mon triangle est quelconque, c'est bien le but. Du coup, l'idée, c'est de tracer les hauteurs. Et les hauteurs, il y en a 3, puisqu'une hauteur, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est un segment qui part d'un sommet et qui arrive perpendiculairement au côté opposé à ce sommet. Comme ceci. Et là, je viens de créer quoi? Artificiellement, 2 triangles rectangles. Attention, 2 petites choses et deux remarques extrêmement importantes. La hauteur n'est en aucun cas une bisectrice. C'est-à-dire que là, vous voyez mon angle ici fait 80 degrés. En aucun cas, cette partie d'angle ici fait 40 degrés et celle-ci en fait 40. Surtout pas, on ne pense pas à ça. Il n'y a aucune raison pour que la hauteur coupe en 2 un angle. Deuxième chose, ici, la hauteur n'arrive pas à couper ce côté-là en 2 côtés égaux. Ce n'est pas le cas non plus. Il n'y a aucune raison pour que ce côté-là soit égal à ce côté-là. La seule propriété d'une hauteur, c'est qu'elle part d'un sommet et qu'elle arrive au côté opposé perpendiculairement. C'est tout. On aura d'ailleurs l'occasion de voir cette propriété du fait qu'on ne coupe pas en 2 parties égales quand je tracerai cette hauteur-là, je pense. Parce que là, effectivement, on a l'impression que ça coupe en 2. Bon, c'est des cas particuliers, hein, encore une fois.
Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que finalement, maintenant, grâce à ça, j'ai mon triangle rectangle et je vais pouvoir appliquer les formules de trigonométrie. Alors, ce triangle-là, finalement, c'est comme si j'avais cette partie-là ici, imaginez-la, ici maintenant. Alors, cet angle-là, bon, je l'ai mal modélisé, mais c'est bien un angle droit, hein, donc on fait normalement un carré comme ceci. Et si, par exemple, voilà, on me pose la question de donner les 3 relations trigonométriques de l'angle A dans le triangle rectangle suivant, bon, bah, c'est tout bête. Cet angle A, effectivement, il a 3 relations. J'ai cosinus A, j'ai sinus A, et j'ai tangente A. On se rappelle du petit anagramme qui marche bien, SOHCAHTOA. Mes élèves m'ont dit aussi que vous appreniez ça sous la forme casse-toi, casse-toi, du coup, ça marche bien aussi, effectivement. Vous la retenez de la façon que vous voulez, en tout cas, il faut juste les connaître. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Faites attention par contre, sur votre copie, on ne veut pas voir côté adjacent sur l'hypoténuse, ça nous est complètement égal. Nous, on veut voir quel est ce côté adjacent et quelle est l'hypoténuse. Donc je regarde, le côté adjacent ici, si vous avez encore du mal à ça, donc je vous dis c'est celui-là, mais si vous avez encore du mal, on essaie de le trouver. Ici, on remarque tout de suite la présence de l'hypoténuse puisque c'est souvent la diagonale. Hein, dans un triangle, c'est le côté le plus long, donc c'est souvent la diagonale, le côté le plus long. Et le côté opposé, c'est le côté opposé à l'angle. Donc il suffit de le regarder, il est là. Donc du coup, l'adjacent, c'est le dernier, c'est le côté B. Donc le côté adjacent, c'est B, ici. Petit b que j'ai appelé comme ça. Donc, égale B sur hypoténuse C. Voilà. C'est ça qu'on veut voir en fait. On veut voir les valeurs et pas directement adjacent sur hypoténuse. Et ce sera pareil sur votre copie de bac, bien sûr. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est A sur C. Et la tangente, enfin, c'est cette fois-ci l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire A sur B. Voilà. Voilà les 3 relations de trigonométrie pour l'angle A. Bien évidemment, on a la même chose pour B, sans problème. Voilà pour cette première partie. Ensuite, ça c'était pour des rappels, hein, bien sûr, donc il faut que ce soit clair pour vous. Si ça ne l'est pas, réentraînez-vous grâce aux vidéos précédentes. Refaites sinon des exercices sur internet, vous tapez exercice de trigonométrie, vous vous en sortirez. Alors, pour la partie suivante maintenant, je vous présente l'histoire de Delambre et Mequin qui est extrêmement intéressante. Leur raisonnement en fait est extrêmement intéressant. L'idée, c'est que d'abord, ils ont démontré la formule des sinus, juste avant l'histoire de triangulation, qui est en fait finalement un petit peu comme ce qu'on entend dans les films, c'est-à-dire une technique qui permet, grâce à 2 antennes satellites, 2 antennes radio, de retrouver la position d'un téléphone. En fait, cette technique-là, grâce aux mesures de 2 côtés d'un triangle, va pouvoir me donner les coordonnées exactes de la personne que je cherche. Alors avant ça, bien évidemment, il va nous falloir une petite formule mathématique et vous verrez du coup à la fin dans une petite application le résultat de cette partie. Alors, dessine le triangle sur ta feuille et trace la hauteur partant de l'angle au sommet A. Bon, je vais la refaire juste après en reprenant le triangle précédent. La particularité donc d'une hauteur, c'est évidemment, on l'a dit tout à l'heure, d'être perpendiculaire au côté opposé au sommet. On appelle A le point de départ de cette hauteur et H le point d'arrivée, ok. Quelle relation trigonométrique peux-tu donner entre la hauteur, l'angle B et C? Ok, on travaille là-dessus. Bon, je vous présente les questions comme ça, mais je pense que je vais aller un peu plus vite et résoudre toutes ces questions-là directement. En fait, l'idée, c'est d'avoir quoi? L'idée, c'est d'avoir une relation entre le sinus d'un des angles du triangle et le sinus d'un des autres angles du triangle. Pour l'instant, en fait, a priori, il n'y a aucune... Quand on voit sinus de B, on ne se dit pas tout de suite qu'il va y avoir une relation avec le sinus de C, par exemple. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant ici. Alors, pour faire ça, donc du coup, j'aurais peut-être pas dû l'effacer, je trace, alors peu importe la hauteur, hein, mais comme on me demande de travailler avec la hauteur de A pour l'instant, je commence à travailler avec la hauteur de A pour l'instant. Et on m'a dit d'appeler H le point d'arrivée. Je vais donner peut-être des petits noms au sommet, même si ce n'est pas spécialement nécessaire, puisque je vais garder les valeurs des longueurs qui sont ici. Donc, je veux une formule qui relie l'angle B, la hauteur et l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que ce côté-là, je ne l'ai pas. Comme je vous l'ai dit, en aucun cas, la hauteur coupe le côté opposé en son milieu. Donc ce côté-là, je ne le connais pas. Finalement, ce côté-là, c'est quoi? Ce côté-là, c'est le côté adjacent. Toutes les formules qui vont utiliser le côté adjacent ne me seront pas utiles. Donc le cosinus et donc la tangente. Forcément, qu'est-ce qui me reste? Le sinus. Donc le sinus de B, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le sinus de B, c'est côté opposé, c'est-à-dire AH,
divisé par hypoténuse, c'est-à-dire C. Voilà pour la première formule. Je vais faire pareil maintenant avec l'angle C. Donc sinus C égale, côté opposé, tiens, c'est aussi AH divisé par B. Ok, j'aurais envie de faire la même chose avec l'angle A, mais je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas avec l'angle A? Parce que si je me base dans le triangle qui a pour angle A, je n'ai pas d'angle droit nulle part. Donc il va falloir que je trace une autre hauteur un peu plus tard, on verra ça juste après. Mais pour l'instant, en l'état actuel, je ne peux pas travailler avec le sinus de A, parce que le côté opposé n'est absolument pas BC, puisque là, nous ne sommes pas dans un triangle rectangle. Attention à ça. Donc voilà, je ne peux travailler qu'avec les deux angles qui sont encore disponibles, c'est-à-dire ceux-là. Et évidemment, je pourrais travailler avec celui-là, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-là, je ne l'ai pas. Donc je ne vais pas travailler là-dessus. Comme avec cette longueur-là, je ne travaille pas parce que je n'ai pas cette longueur-là. Attention là-dessus. Donc voilà mes deux formules. Alors pourquoi elles sont intéressantes ces deux formules-là? Parce que finalement, et l'idée, je vous rappelle, c'est de relier ces deux formules-là. Je veux relier le sinus de B au sinus de C. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas d'égalité entre ces deux-là. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois que le sinus de B fait intervenir AH. Je vois que le sinus de C fait aussi intervenir AH. Ils ont tous les deux un point commun, il serait peut-être intéressant de développer ce point commun. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? L'idée, elle est simple. Je vais écrire une égalité avec AH égale quelque chose. Pour ça, je vous rappelle, petite méthode qui pourrait être intéressante. Soit vous êtes déjà à l'aise avec ce genre de choses-là, et dans ce cas-là, vous le faites directement. Soit vous n'êtes pas trop à l'aise, et dans ce cas-là, deux petites solutions. Première solution, on fait la petite pyramide que vous avez peut-être pu apprendre au collège, peut-être plutôt au collège quand même. Vous la rentrez dans le sens qui vient. Sinus B, il est à gauche, donc je le mets à gauche. Lui, il est en haut parce qu'il est en haut dans la fraction. Et lui, il est en bas parce qu'il est en bas dans la fraction. Donc ça fait sinus B, ici AH, ici C. Ici, ça, on reconnaît une barre de fraction, et ici, c'est une barre de multiplication. Bon, il n'y a pas vraiment de signe pour une barre de multiplication, mais je vous le dis, ici, on simule une multiplication. Si je veux AH, je cache AH, et je regarde les deux autres. Qu'est-ce qui leur arrive? Sinus B multiplié par C. Donc, en fait, AH est égal à sinus B multiplié par le côté C. Voilà. Autre méthode possible, parce que ça, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas très joli, donc déjà, de base, il n'y a pas besoin de justifier sur votre copie. Quand vous arrivez à ça et que vous voulez arriver ici, ne justifiez pas, vous rentrez la formule directement, c'est considéré comme de l'acquis. Au cas où. Autre possibilité, vous mettez que sinus B, c'est aussi sinus B sur 1, puisque n'importe quoi est égal à n'importe quoi sur 1. Et finalement, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais un produit en croix. Ça fois ça égale ça fois ça. Ce qui est génial, parce que AH fois 1, ça fait AH. Donc AH fois 1, AH égale sinus B fois C. Ça marche aussi. Autre possibilité encore, et là ça commence à faire beaucoup, mais sinon vous remplacez ces valeurs-là par des chiffres qui marchent bien. C'est-à-dire que vous dites que 6 égale 3 sur 2. Vous vous dites que le 6, c'est votre sinus B, que le 3, c'est votre AH, que le 2, c'est le C, que le 2, pardon, c'est le C. AH, donc du coup, c'est le 3. Je veux une formule entre 3, 6 et 2. Donc 3, c'est quoi? Est-ce que c'est 6 fois 2? Non. Est-ce que c'est 6 divisé par 2? Oui. Donc c'est 6 sur 2. Et je remplace ensuite 3, c'est donc AH. 6, c'est mon sinus B. 2, c'est mon C. Voilà, ça fait quand même 3 possibilités, plus celle de l'apprendre par cœur, évidemment, enfin de savoir le faire déjà parfaitement de tête. Voilà, vous retenez la façon que vous voulez. Maintenant ici, je fais pareil. Donc du coup, j'ai AH égale sinus C fois B. Alors, pourquoi c'est intéressant maintenant? On a du coup ici une grandeur que je pourrais appeler petit a, ce truc-là. J'ai A qui est égal à, et donc là comme c'est sinus B, je vais l'appeler B tout simplement. J'ai A qui est égal à B. Et ça comme c'est sinus C, je vais l'appeler C. J'ai A qui est égal à C. Quand j'ai une grandeur qui est égale à une autre grandeur, mais que cette même grandeur est égale aussi à une autre, alors ces deux-là sont égales. Alors l'idée c'est la suivante, imaginez, je ne sais pas, par exemple, une calorie, c'est un tic-tac, d'accord? Mais une calorie, ça fait grossir. Donc le tic-tac fait grossir. Vous voyez, on peut déduire des relations comme ça. Bon, si ça vous aide un peu à comprendre, ça pourra vous aider. Donc là, l'idée c'est que si AH est égal à ça, mais que AH est aussi égal à ça, alors ça égale ça. Donc du coup, je vais pouvoir écrire que sinus, j'aurais peut-être pas du tout effacé, mais
sinus B fois C est égal à sinus C fois B. Voilà du coup ma relation. Voilà du coup ma relation entre les sinus. Alors, là, elle n'est pas encore très jolie comme ça. On va la mettre d'une autre façon parce que vous voyez, je vois C. Alors, c'est pas pour rien qu'on les a appelés comme ça, les côtés. Le côté opposé à l'angle C, on l'a appelé petit c. La longueur opposée à l'angle B, on l'a appelé petit b. La longueur opposée à l'angle A, on l'a appelé petit a. De cette façon, vous voyez, le petit b, là, quand je le divise, ça fait sinus B sur petit b égale sinus C sur petit c. Et en fait, on se rend compte que le sinus d'un angle divisé par le côté opposé à cet angle est égal au sinus de cet angle-là divisé par le côté opposé à cet angle-là. Qu'est-ce qu'on a envie naturellement d'écrire maintenant? J'ai trouvé une relation pour ces deux angles-là. J'ai envie d'écrire égal sinus A divisé par A. C'est ce qu'on va prouver maintenant. Donc ça, on le garde. On garde la dernière formule pour l'instant. Et on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas travailler avec le triangle, avec la hauteur qui est ici, puisqu'elle coupe mon angle A. Donc je vais me prendre une autre hauteur. Alors, aucune importance, hein. Moi je vais décider de prendre celle-là, pourquoi pas, mais... D'ailleurs, on va voir la propriété que je vous avais dit tout à l'heure. Est-ce que cette hauteur coupe ce côté-là en deux? Bien sûr que non. Encore une fois, preuve que la hauteur n'est absolument pas censée couper un côté en deux. Donc, je l'appelle de nouveau H, ce truc-là. Peu importe, on s'en fiche. Du coup, quelles sont les relations que je vais pouvoir trouver? Je vais pouvoir trouver une relation entre C et A. Alors, on va aller très vite cette fois-ci, mais dans ce triangle-là, cette fois-ci, donc j'ai sinus C qui est égal au côté opposé, c'est-à-dire BH, divisé par le côté l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'est A. Je fais pareil pour sinus A. Sinus A, c'est égal à BH divisé par l'hypoténuse qui est C. J'ai donc, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? BH égale sinus de C multiplié par A, mais BH, c'est aussi égal à sinus de A multiplié par C. Donc si BH est égal à ça et que BH est égal à ça, alors ces deux-là sont égales. Donc sinus C multiplié par A est égal à sinus A multiplié par C. De nouveau, je la mets en joli. Ça me donne, je divise par C ici, je divise par A ici. Tiens, je vais le faire en direct comme ça. Si je divise ces deux-là, je vais donc avoir sinus C sur C égale sinus A sur A. Sinus C sur C est égal à sinus A sur A. Alors, j'ai deux relations, mais ces deux relations, finalement, elles sont liées ensemble. Pourquoi elles sont liées ensemble? Puisque ici, si je regarde un petit peu, j'ai mon sinus B sur B qui était égal à sinus C sur C, mais mon sinus C sur C qui est aussi égal à mon sinus A sur A. Donc finalement, le sinus C sur C est égal à deux choses en même temps. Et comme on l'a vu juste avant, quand je suis égal à deux choses en même temps, ces deux choses sont elles-mêmes égales ensemble. Donc là, je peux écrire en fait ça, je peux mettre une dernière égalité. Même s'il y a une répétition, c'est au final égal. Sinus B sur B est égal à sinus C sur C, mais sinus C sur C est égal à sinus C sur C, qui lui-même est égal à sinus A sur A. Finalement, je peux m'enlever ça pour mettre simplement l'égalité finale qu'on appelle l'égalité des sinus. Je me suis trompé. Sinus A sur A. Et voilà du coup la formule des sinus dans un triangle quelconque qui s'affranchit des hauteurs. C'est ça qui était intéressant parce que vous avez vu à chaque fois j'ai trois hauteurs, donc du coup je vais avoir trois relations je vais avoir 6 relations au total par hauteur, deux relations par hauteur, donc 6 relations au total avec les trois hauteurs. Et le risque en fait, c'est que si je dépends des hauteurs, j'ai besoin de la valeur de la hauteur. Or le but c'est de ne pas l'avoir. Donc voilà ici la relation qu'on peut avoir. Alors pourquoi elle est particulièrement intéressante? Parce qu'on se rend compte d'une chose. À partir du moment où vous avez un angle, donc son sinus, si j'ai son sinus, j'ai l'angle, ou si j'ai l'angle, j'ai le sinus, ça revient au même, d'accord? Si j'ai un angle, une longueur et un autre angle, je peux déterminer n'importe quelle autre longueur du triangle. Si j'ai, à l'inverse, deux longueurs et un angle,
je peux déterminer n'importe quel autre angle du triangle. Et ça dans un triangle quelconque, c'est ça qui est particulièrement fort finalement. Parce que là, ce triangle qui est ici, là, je peux calculer le sinus d'un angle qui n'est pas du tout qui n'appartient pas du tout à un triangle rectangle. Ça, il n'y a aucun souci. Et c'est ça qui est particulièrement fort en fait, c'est que ce triangle-là, qui est quelconque, on l'a transformé en rectangle grâce aux hauteurs, mais la formule générale qui ressort est une formule générale pour n'importe quel triangle quelconque. Voilà pour cette formule, et on va faire tout de suite une petite application dans un exercice. Donc à retenir finalement, vous voyez, ça se retient assez bien. Alors le tout évidemment, pour la retenir facilement, c'est ça qu'il va falloir, point sur lequel il va falloir que vous fassiez attention, parce qu'il faut l'apprendre par cœur, cette formule. Pensez bien à appeler petit c le côté opposé à l'angle C, pensez bien à appeler petit b le côté opposé à l'angle B, et petit a le côté opposé à l'angle A. Alors petit exercice maintenant. Alors on a un exercice par exemple qui pourrait être digne d'une série télévisée, où dans une série télévisée on vous dit j'ai le téléphone ici d'un malfaiteur que je cherche à trouver, donc à déterminer la position. Je sais que ce téléphone il a été triangularisé comme on le dit souvent dans les séries, et finalement la triangulation c'est quoi? C'est rien de plus que de faire un triangle entre deux antennes et puis mon téléphone qui me donne mon troisième sommet du triangle. À partir de là, il faut que je trouve la position de ce téléphone. Qu'est-ce que je connais moi? On est bien d'accord que ces côtés-là, je ne les connais pas. Moi, ce que je vais connaître, et ça c'est très facile, c'est la distance entre mes deux antennes, puisque la distance entre mes deux antennes, c'est quelque chose, c'est moi qui les ai posées. C'est l'entreprise qui a posé les antennes qui les a posées, mais qui les a posées à des distances bien particulières. Donc cette distance-là, on l'a très facilement. Maintenant, le tout, ça va être d'avoir à un moment donné un angle. Et il nous faut absolument d'ailleurs un angle. Alors pour ça, donc on vous dit, on connaît la distance entre les deux antennes, elle est de 12 km. Donc là, j'ai 12 km, aucun problème. Sachant que chaque antenne communique avec le téléphone car il est en train de passer un appel. Donc oui, effectivement, si mon téléphone passe un appel, il faut que le téléphone passe par des antennes relais pour du coup faire le relais avec le signal. Donc il a été détecté par cette antenne, il a été détecté par cette antenne. Forcément, si le téléphone envoie des signaux vers l'antenne, il faut bien qu'ils soient envoyés. Imaginez l'antenne, je ne sais pas, qui ressemble à quelque chose comme ça. Et imaginez, comme ça sera bien plus clair, je pense. Même si, bon, elle est en 3 dimensions. Je vais revenir plutôt, excusez-moi, je vais faire quelque chose avec une boule, ce sera plus facile. Voilà, l'antenne est comme ceci. Quand le téléphone appelle, le téléphone envoie un signal jusqu'à l'antenne relais. Donc, l'antenne sait où est-ce qu'a été capté le signal. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec l'autre antenne. Elle sait aussi où a été capté le signal, donc du coup on peut créer des angles ici qu'on peut largement mesurer, puisque le signal, on sait où est-ce qu'il a été capté. Je ne sais pas à quelle distance il est pour l'instant, mais je sais dans quelle direction il a été capté. Si je connais la direction et que je connais mon horizontale, je peux définir un angle dont je connais les valeurs. Donc ça, c'est ce qu'on est tout à fait capable de faire constamment. Donc, il est en train de passer un appel, on peut facilement déterminer l'angle sous lequel est vu le téléphone par chaque antenne, 33 degrés pour celle de gauche et 48 pour celle de droite. Donc j'ai 33 degrés ici et j'ai 48 degrés ici. La question qu'on me pose donc, à quelle distance est le téléphone du criminel de chaque antenne? Donc finalement, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande ce côté-là, que je vais appeler X1, et ce côté-là, que je vais appeler X2. Volontairement, je ne vais pas les appeler A et B pour vous montrer que la formule, il faut la comprendre avant de retenir simplement sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Grâce à ça, au moins, on aura plus de facilité à la comprendre. Donc, je veux la distance. Finalement, aucun problème. Est-ce que j'ai vraiment besoin de calculer des hauteurs, etc. En fait, pas du tout. Nous, on ne va pas s'amuser à la redémontrer. Maintenant qu'on a la formule, on l'applique et puis c'est tout. Donc, la formule, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait que le sinus d'un angle divisé par le côté opposé à cet angle est égal au sinus de l'autre angle divisé par le côté opposé à cet angle, qui est égal au sinus de ce dernier angle divisé par le côté opposé à cet angle. Alors là, on se rend compte effectivement qu'il me manque cet angle-là. Et ça, c'était la première question à laquelle on a répondu tout à l'heure. Dans un triangle, qui est en fait une succession de 3 segments repliés l'un sur l'autre, c'est en fait une droite toute simple, si on la déplie,
qui fait 180 degrés. Donc la somme des trois angles doit faire 180 degrés. Donc 48 plus 33, 50, 60, 70, 78, 79, 80, 81. 81 degrés. Donc ça fait 100, ça fait 99 degrés. 99 degrés. Donc 180 moins 33 moins 48. Et là, ça y est, j'ai les trois angles. Donc avoir deux angles dans un triangle, ça nous permet de connaître les trois. Ça, on le savait déjà, pas de problème. Bon, bah j'écris ma formule maintenant. Alors je vais leur donner des petits noms quand même. Toujours éviter de travailler directement avec les valeurs et toujours donner des noms pour avoir des formules littérales. Celui-là, je vais l'appeler, on va pas chercher très loin, A. Lui, je vais l'appeler B. Et lui, je vais l'appeler C. Donc j'ai sinus A sur x2. Sinus A sur x2, qui est égal à sinus C sur x1. Sinus C sur x1, qui est égal enfin à sinus B sur le côté que je connais, sinus B sur, on va l'appeler D, D la distance entre les deux antennes. Maintenant, je vais remplir éventuellement pour que ça soit plus clair par rapport à ce qui nous manque, mais on sait ce qui nous manque. Hein. Moi, je veux x1, je veux x2, je veux savoir à quelle distance est mon téléphone de mon antenne. Qu'on soit bien d'accord avec une petite là-dessus, si j'avais juste x1, je ne pourrais pas trouver la position exacte de mon téléphone. Parce que avoir une... marque avec la... Non, ça ne marcherait pas. Ah si, ça pourrait marcher, je pense. On pourrait le trouver. Si j'avais que x1, et comme j'ai aussi la direction ici, ça pourrait suffire à trouver en fait derrière la position. Oui, ça suffirait largement en fait. Bon, on se pose la question pour x1 et pour x2, mais finalement, si je voulais trouver la position du téléphone, en connaissant simplement ici, j'ai juste à marcher, imaginons qu'il y ait, je sais pas, par exemple 10 km ici, bon bah je sais que je dois marcher à 33 degrés pendant 10 km. Bon bah je trouve le téléphone, j'arriverai forcément dessus à un moment donné, pourquoi pas. Bon, si je veux deux coordonnées de distance, dans ce cas-là, effectivement, il faut x1 et x2. Alors, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Sinus A, on a dit que ça faisait 33 degrés, donc l'angle il fait 33 degrés, donc je calcule sinus de 33 degrés. Faites attention, ça c'est super important, les angles sont donnés en degrés. Soit vous les convertissez en radians avant de commencer, soit vous mettez bien votre calculatrice en degrés dans le menu. Sinon, vous aurez tout faux. Sur x2 égale sinus C, sinus 48, de 48 degrés, sur x1. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler comment on fait pour convertir ça en radians? Ouais, très rapidement, mais je sais que 180 degrés, c'est égal à pi radian. Or, moi, j'ai par exemple ici 33 degrés. J'aimerais savoir combien de radians ça fait. 33 fois pi divisé par 180. Vous avez votre mesure en radians. Voilà. Au cas où c'était pas clair, c'est la même chose que c'est le cas inverse de quand vous voulez transformer un angle en radian en degrés. Si vous avez compris ça, c'était bon. Et sinus B, c'est sinus 99 divisé par 12 km. Alors, attention, juste une petite chose, mais je pense que ça c'est clair. Comme ici j'ai mis 12, c'est-à-dire la distance en kilomètres, je vais avoir x1 et x2 qui vont être donnés en kilomètres. Faites attention à ça, parce que si vous ne faites pas attention à l'unité, bah après, ne mettez pas simplement un chiffre pour mettre un chiffre. Alors, ce qui est génial, c'est que ça, je le connais, sans problème. Sinus 99 sur 12, on peut faire le calcul très facilement. Alors moi, du coup, ma calculatrice, elle est en radians, donc il faut que je fasse faire la petite conversion avant. Mais alors, soit vous la faites à chaque fois, soit vous la faites pas. Donc j'avais dit qu'il fallait faire donc 99 fois pi divisé par 180. Donc 99 multiplié par pi divisé par 180, ça fait... Quand je fais le sinus de tout ça, ça fait 0,987, donc 0,988. Donc là, je trouve ça fait 0,988 divisé par 12. Ok. Juste une petite chose pour nous montrer qu'on ne s'est pas trop trompé. Sinus de 90 degrés, c'est sinus d'un angle droit, ça fait 1. Donc sinus de 99, c'est censé être proche de 1. C'est bon, ça paraît logique, je n'ai pas dû me tromper. Je divise cette valeur par 12 et ça me donne du coup un rapport de 8,23 fois 10 puissance moins 2. Attention, l'unité, il faudrait que je la mette. Bon, c'est pour un niveau un peu plus avancé éventuellement, mais le sinus n'a pas d'unité. Là, je divise par des kilomètres, donc je suis en
km moins 1. Voilà, parce que les kilomètres sont en bas. Donc ce rapport-là est égal à ce rapport-là, qui est égal à ce rapport-là. Bah finalement, ça y est, c'est fini hein, mon problème là. Là maintenant, on n'est plus que dans du calcul bête et méchant, puisque j'ai donc... Alors, vous ne travaillez pas sur les 3 égalités à chaque fois, qu'on soit bien d'accord. Vous voulez x1, vous enlevez celle-là, et vous calculez du coup x1 grâce à cette égalité-là. Maintenant, vous voulez x2, vous enlevez celle-là, et vous travaillez avec ces 2 égalités-là. On ne travaille jamais avec 3 égalités. Donc si je veux x1, déjà pour commencer, j'ai sinus de 48 degrés, qui est égal, sur x1, pardon, qui est égal donc à 8,23 fois 10 puissance moins 2. Bon, je mets plus les unités là dans le calcul. Je veux x1, donc soit vous retravaillez encore une fois avec la pyramide dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit vous arrivez à trouver facilement. x1 et 8,23, je les inverse comme ceci, ça me fait du coup que x1, c'est égal à sinus 48 divisé par 8,23 fois 10 puissance moins 2. Si c'était compliqué de faire ça, vous refaites votre pyramide. Alors attention, la pyramide, là, ça aurait été mieux que j'ai quelque chose d'inversé comme ça, par rapport à tout à l'heure où je pouvais avoir x égale a sur b. Vous faites, là cette fois-ci, je suis dans le cas où j'ai a sur b égale x. Bon, vous voyez le principe, c'est la même chose. Je fais ma petite pyramide, tac, tac. Donc ça, c'est ce qui est ici et qui aurait dû être ici. Donc c'est mon 8,23 ici. Là, en haut, je mets le sinus 48. Le x1 en bas. Si je veux x1, je cache le x1. Il faut donc faire sinus 48 divisé par 8,23. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Oui. Donc je fais ça, sinus 48 divisé par 8,23, et ça me donne 0,74. Donc 0,74 que je divise par 8,23. 8,23 fois 10 puissance moins 2. Et ça fait 9. Tout pile, 9,03, donc 9 km. Donc, mon téléphone, là, x1, alors attention, c'est x1. Ah, mince, j'ai déjà oublié ce que j'avais dit. Ça devait être x2 et x1, je suppose. Bon, ça devait être x1, donc cette distance-là est de 9 km. Donc, je sais que cette antenne est séparée de 9 km du téléphone. Donc, si je me déplace avec un angle de 48 degrés ici, pendant 9 km, je vais trouver mon téléphone. Je fais le même raisonnement, je ne vais pas le faire ici pour ne pas rallonger encore plus la vidéo. Si je fais le même raisonnement ici, je vais trouver x2 facilement de la même façon. C'est-à-dire qu'ici, j'aurai sinus de 33 divisé par x2 égale pareil. Je fais le même calcul et c'est fini. Voilà pour cette vidéo qui résume un petit peu la méthode de Deslandres-Mésquin, qui est en fait la base de la triangularisation aujourd'hui. Alors là, vous voyez, on est sur quelque chose qui est en 2 dimensions. Évidemment, il faudrait une 3e antenne pour faire du coup une triangularisation en 3 dimensions. Ça rajoute de la difficulté, bien sûr, puisqu'on n'est plus sur un triangle, mais sur un tétraèdre à ce moment-là. Et bon, c'est forcément un peu plus difficile dès qu'on rajoute une dimension. En tout cas, sur le papier, vous voyez, on se base sur quoi? Donc, attention aux conversions des degrés en radians suivant votre modèle de calculatrice, dans quel mode est votre calculatrice. Mais on se base sur des formules de trigo qu'on avait démontrées dans un triangle quelconque en se servant des hauteurs. Mais sinon, une fois qu'on est en exercice, à moins que ce soit demandé à un moment donné de redémontrer la formule, vous utilisez la formule directement. D'accord? Et ce qu'il vous faut obligatoirement à un moment donné, c'est un quotient de prix, un quotient de connu, généralement, c'est plutôt ça que vous allez avoir. Donc, il vous faut ces 2 là de connu pour déterminer après tous les autres, directement. Okay, de façon à avoir en fait à chaque fois, si vous regardez là, une équation avec finalement une seule inconnue. Sinon on ne peut pas trop résoudre évidemment. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me le redire. C'est tout ce qu'on vous demandera en enseignement scientifique sur la partie triangularisation. Évidemment, on va juste pouvoir ajouter après de la difficulté en refaisant encore plus de trigonométrie, mais dans ce cas-là, ça dépasse le chapitre de la triangularisation, c'est-à-dire que là, on est vraiment après plus que sur des maths que sur la triangularisation. Voilà, merci pour votre attention.